Bonjour, je suis Cyril Attias, fondateur d'ADMS.Paris. Après une carrière de plus de 20 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence est donc le podcast où l'on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Vous êtes influenceur, directeur marketing ou communication, créateur de contenu ou tout simplement curieux d'en apprendre davantage sur le marketing d'influence? TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu? Alors arrêtez-vous ici et tenez-vous prêt à découvrir le nouvel invité du jour. On a vraiment une stratégie en deux temps, c'est-à-dire qu'on a vraiment une stratégie awareness image, où là on va vraiment activer des influenceuses, plutôt des influenceuses micro en fait. On va vraiment être sur des influenceuses plutôt ambassadrices, avec un peu plus de communauté. Et là, l'idée, c'est effectivement de créer une relation pérenne. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, agence de communication experte en réseaux sociaux, marketing d'influence et relations presse. Bonjour, aujourd'hui je reçois Alice Gilles, responsable social media et marketing d'influence chez Sergent Major. Alice évoque dans cet épisode comment la marque se premiumise, notamment grâce aux influenceurs, et comment le marketing d'influence est devenu un levier stratégique pour la marque. Bonne écoute. Bonjour Alice. Bonjour. Comment vas-tu ? Écoute, très bien. Je suis ravie d'avoir été invitée sur ce podcast. Eh bien, écoute, je suis ravi de t'accueillir. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et puis, tu vas nous raconter un petit peu ce que tu fais et tout ça. Donc, on est ravis de t'accueillir. Alors, est-ce que tu peux commencer, alors, pour les auditeurs, à te présenter? Comme ça, on pose le décor. Ouais. Et après, on rentre dans le sujet. Bien sûr. Donc, moi, je suis Alice. J'ai 36 ans. J'ai un parcours de communication, on va dire, assez classique, hein. J'ai fait une école de commerce en 3 ans. Ensuite, j'ai intégré une école plus pub marketing l'école de l'ESP, l'école supérieure de publicité, dans le cadre duquel j'ai fait pas mal de stages. Donc voilà, un peu comme tout le monde au début, des stages en agence de RP, en agence de com, en agence de pub, chez l'annonceur. Et puis en fait, ça m'a vite permis de savoir ce vers quoi je voulais tendre. Donc notamment, je sais que j'avais des expériences en agence RP qui s'étaient pas forcément très bien passées, le côté call, etc., relance téléphonique, j'en pouvais plus. Et puis après, ça m'a amené effectivement vers mon premier job en fait, c'était en agence de communication B2B. D'accord. Voilà, où j'étais consultante social media en fait. Donc hyper intéressant parce qu'on a vraiment la casquette d'expert à ce moment-là, et hyper formateur aussi parce que c'est là où j'ai vraiment clairement tout appris. Où on a vraiment ce côté, on arrive sur des problématiques précises, strates, mais en même temps très opérationnelles parfois. Ouais. Donc ça a été chouette. Après, c'était des sujets très B2B, donc il y a un moment, j'avais envie de concret. C'est-à-dire que, c'était intéressant, mais parfois, déjà, pour comprendre le sujet, c'était très compliqué. C'est pas évident ces sujets corporate. Hein, déjà, et puis en plus on n'est pas en interne, donc c'est-à-dire qu'il faut s'approprier le sujet, le comprendre. On a 10 000 points de contact où on n'est pas sûr de vraiment comprendre l'information brute. Donc formateur, j'ai envie de dire. Formateur, mais au moins, j'avais envie d'en sortir. Exactement. Exactement. Et après, donc voilà, je me suis rapprochée un petit peu du milieu de la mode entre guillemets. J'ai ensuite rejoint pendant 1 an La Vallée Village, en fait, le groupe Value Retail, à un poste de social media manager. On a travaillé pour eux. Ouais. On avait fait les journées shopping, comme je pense qu'ils font toujours. Ouais, exactement. Il y a pas autre chose à faire en même temps. Ouais. Non, Mais c'était intéressant, ça. C'était intéressant un village de marque, tout était sur place, mais en même temps c'est très multimarque. Donc en fait dans notre com en termes de social, t'es pas que sur une marque, t'es sur plein de marques différentes. Ça fait plaisir à tout le monde. Exactement. Le luxe, donc après c'est quand même les codes du luxe que moi je connaissais pas vraiment en fait. Voilà. Et là ça fait 2 ans que c'est drôle parce que ça fait vraiment 2 ans pile poil que j'ai intégré les équipes de Sergent Major. D'accord. Donc, il fait partie du groupe GPE, Général pour l'enfant. D'accord. Qui a aussi du Paris Même et Natalis. D'accord. Et du coup, je suis responsable social media et influence. D'accord. Et aussi des partenariats. Donc, j'ai un scope un peu plus large aujourd'hui. Et c'est super parce qu'en fait, je suis vraiment arrivée au moment où, depuis 2 ans, il y a un repositionnement de marque stratégique où vraiment la marque est en train de se premiumiser. Et
ça a été super d'arriver avec ce nouveau souffle-là, quoi. C'est-à-dire nouveau challenge, nouvelle écriture. Ouais. Nouvelle équipe. Nouvelle équipe en plus, ouais, bien sûr. Nouvelle équipe, nouvelle strate, nouveau positionnement de marque. On passait de shooting en total studio où maintenant on fait des shootings lifestyle. On passe d'une collection, avec un nouveau élan aussi créatif au niveau des collections. Donc tout ça, en fait, ça s'orchestre dans la com prod organique, réseaux sociaux, et c'est un vrai plaisir parce qu'en fait on rabat les cartes. Et aujourd'hui Sergent Major, c'est positionné sur quoi? C'est du luxe ou pas encore? Non. En fait, on appelle ça le premium accessible. Le premium accessible. Voilà. Et en gros, on se rapproche plus de marques type Cyrillus ou Bonton. Oui. Aujourd'hui, voilà, en termes de gamme. Très bien. C'est beaucoup de points de vente aujourd'hui encore? Aujourd'hui, c'est 450 points de vente en France. Ah ouais, c'est beaucoup. Donc ouais, on est beaucoup en province. D'accord. Et effectivement, là, l'objectif, c'est effectivement d'accroître nos ventes web en fait. Ouais, l'e-commerce doit prendre aujourd'hui le pas et devenir un des meilleurs magasins. Absolument. Donc c'est en ça que voilà, au niveau de moi, donc en fait, le pôle réseaux sociaux, il fait partie de l'équipe marketing et digital. D'accord. Où on est 12. D'accord. Et en fait, effectivement, on est au quotidien sur des problématiques web en fait. Aujourd'hui, ta mission, donc, c'est de travailler l'image sur les réseaux sociaux. Absolument. Aussi à travers, j'imagine, des influenceurs qui vont véhiculer cette nouvelle image ou ce positionnement, et de driver vers l'e-commerce, j'imagine. Exactement. Qui est la plateforme d'atterrissage principale, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Et aujourd'hui, Sergent Major, c'est français? Il y a que en France ou c'est à l'étranger? Ouais. En fait, aujourd'hui, Sergent Major, c'est en France, donc avec 450 points de vente. Pas mal répartis en Europe. D'accord. Mais où on a, par exemple, en Italie, on a à peu près 17 magasins. Donc voilà, c'est pas mal. Et là où on a vraiment une stratégie aussi portée sur l'international, dans le sens où on a vraiment une marge de progression hyper importante sur ces pays. Bien sûr. Parce que je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie. C'est des pays où, effectivement, il y a aussi beaucoup de marques, mais on a vraiment une marge de progression. Alors qu'aujourd'hui, en France, on va dire qu'on est assez établi en termes de magasins, en termes de renommée, etc. C'est le marché natif, donc maintenant, tout l'incrémental doit venir de l'étranger, et notamment via l'e-commerce aussi, parce que du coup, c'est ça qui permet d'aller vite. Tout à fait. On a on a un site par langue en fait aussi après. Donc l'idée effectivement c'est de se faire connaître parce qu'on a vraiment un manque de notoriété dans certains pays. Ben, donc c'est pour ça qu'aussi avec les influenceuses il y a un vrai travail de faire connaître la marque, de lancement, quoi. Démontrer qui on est, ce qu'on fait, pourquoi, parce que effectivement une influenceuse française, tu lui parles de Sergent Major, c'est un peu la marque, love brand de son enfance, etc. Ça dépend dans quelle année t'es né, mais par exemple pour moi, typiquement c'est une marque qui nous parle. C'est une marque qui fait du paysage. On connaît même si on n'a pas consommé. Versus des pays où on n'est pas du tout implanté, forcément il y a vraiment ce travail de... Et vous avez gardé le même nom à l'étranger? Ouais. Sergent Major. Ouais, Sergent Major. En espagnol. Sergent Major, ouais, exactement. Ah, c'est sympa. Super, donc du coup aujourd'hui, donc mission réseaux sociaux influenceurs. Donc t'as un scope France ou étranger aussi? Enfin, tu t'occupes des deux? Les deux. Ouais, les deux, j'imagine. Ouais. C'est un peu la même stratégie, mais avec des différents. Exactement. Super. Et aujourd'hui, comment t'es organisé sur les réseaux sociaux? Alors, par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous faites tout en interne? C'est des créateurs de contenu avec des créations internes? Alors aujourd'hui, en fait, on est donc une équipe au pôle réseaux sociaux où on est 3. D'accord. Moi, je travaille avec une community manager. Très bien. Et une alternante qui m'aide vraiment sur la partie influence. Donc ça faisait 2 ans qu'on avait des agences d'influence. Ouais. Et depuis janvier, en fait, on a décidé de tout internaliser. D'accord, super. Donc en fait, pour plusieurs raisons. Déjà parce que on avait vraiment la volonté d'avoir une relation vraiment one-to-one avec les influenceuses. Et on avait quand même l'impression qu'avec les agences, il y avait un côté un peu trop mécanique. Ouais. On n'arrivait pas à développer quelque chose de sincère. Aujourd'hui, en fait, on aime pouvoir contacter l'influenceuse, même quand il se passe rien de spécial, juste pour lui souhaiter l'anniversaire de ses enfants ou quand il y a un nouveau bébé qui arrive dans la famille, etc. Et c'est des fois ce genre de choses-là où on n'avait pas accès via l'agence. Nous, on a même accès au moment où elles sont enceintes et qu'elles n'ont pas l'annoncé. Oui, non mais c'est ça. Donc ça, c'est autre chose. Donc on a vraiment envie de développer quelque chose de long terme avec certaines, parce que on reviendra sur la stratégie après, mais nous on a vraiment une stratégie en 2 temps, c'est-à-dire qu'on a vraiment une stratégie awareness image.
où là, on va vraiment activer des influenceuses plutôt des influenceuses micro, en fait. Ça va plus être, on va dire, du one shot. Et après, on va vraiment être sur des influenceuses plutôt ambassadrices, avec un peu plus de communauté. Et là, l'idée, c'est effectivement de créer une relation pérenne, une relation où on se connaît, on peut se rendre service, etc. Et que ce soit pas juste business. Et que ça se ressente. T'as une belle écoute de la part des créateurs là-dessus? Enfin, ils sont assez ouverts. Ils sont assez ouverts. Franchement, ils sont assez ouverts. Après, il y a des moments où il y a plein d'influenceurs qui sont très sursollicités, donc il faut vraiment savoir anticiper le temps fort commercial et leur dire voilà, écoute, on va s'en reparler dans 2 mois, mais essaye de 30-10 pour à ce moment-là, parce que nous, on va pouvoir vraiment balancer du contenu sur cette OP-là. Il faut qu'il y ait une marge une bande passante. Donc ça, en fait, on sait qu'ils sont très sollicités, donc c'est mon travail aussi de le gérer, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir cette relation un peu exclusive et qui se ressent. Et pareil, en fait, c'est du bon sens, mais on va essayer dans nos recherches d'influenceuses, d'avoir des influenceuses qui habillent leurs enfants en sergent-major. Donc ça veut dire quoi, habiller ses enfants en sergent-major? Ça veut dire les petites robes pour les filles avec des motifs, ça veut dire un style un peu particulier, pas trop basique, parce que nous on sait que si on veut, si la maman elle cherche du basique, elle va aller chez Zara Kids ou elle va aller dans d'autres marques. Et l'idée c'est de percer cet effet-là pour avoir un style qui leur convient et du coup des vêtements qui vont être portés hors activation, parce que ça va juste être logique en fait pour après c'est vrai qu'il faut que l'influenceur aime le produit et le consomme naturellement aussi. Exactement. Qui vous aide au temps fort, oui. Exactement, ça doit être quelque chose de spontané. L'intégrer, sinon c'est ça qui est le plus authentique. Tout à fait. C'est vrai que quand tu cherches des influenceurs, nous, notre premier critère, c'est est-ce que tu aimes la marque et est-ce que tu la consommes. Donc oui. Et là, en fait, si tu veux, ça intègre déjà un biais naturel de proximité et de collaboration qui se fait sans forcer. Alors après, et d'authenticité. C'est ça qu'on veut. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est génial avec les réseaux sociaux et les influenceurs, c'est qu'on a la chance d'avoir des vrais gens qui ont des vraies vies, des vraies consommations, des vrais produits, des vraies marques, et qu'on doit juste, c'est notre rôle d'agence et de marque, s'intégrer dans leur vie le mieux possible pour les aider à consommer nos produits et à les rendre visibles, parce que c'est ça le sujet. Et des fois, dans ce métier, c'est vrai que ça a un peu accéléré il y a 2-3 ans, je trouve, où on a eu pas mal d'outils, pas mal de plateformes, pas mal d'automatisation, intelligence artificielle qui va te dire qui est l'influenceur qu'il te faut. Tout ça, c'est un peu du bullshit, si tu veux. C'est de se dire, en fait, on peut pas mécaniser une relation humaine. Il y a besoin de se parler, de se connaître, même toi, de te nourrir, j'imagine, de leurs envies, de leurs projets, pour imaginer des choses. Et ça va dans les deux sens. Tu peux pas juste dire, je t'envoie des emailings et ça marche. Enfin, on le saurait si c'était comme ça que ça marchait, mais c'est pas vraiment comme ça, quoi. Donc c'est intéressant, effectivement, de reprendre cette relation, je trouve. Et aujourd'hui, sur tes influenceurs, t'en as à l'année, ou c'est vraiment par temps fort que tu travailles le casting? Alors en fait, pour la partie micro, ça va pas mal bouger, j'ai envie de dire. Parce qu'on va tester à chaque fois des nouveaux profils en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on repère, etc. Sur la partie macro, ça va plutôt être du fil rouge, où on va activer, on va dire, 5-6 profils dans l'année, sur des OP un peu majeurs pour nous. Et donc des filles, qu'on connaît, avec qui on a une relation, ça se ressent. Et puis en fait, développer aussi le top of mind, parce qu'en fait, on sait que cette fille, elle communique sur sergent-major de façon assez récurrente et de façon naturelle, etc. On connaît la taille de leurs enfants pour les habiller, on connaît leur style, on sait ce qui va plaire, ce qui va pas plaire. Et ça, c'est assez agréable de jouer vraiment sur les deux tableaux, parce que je pense que c'est aussi complémentaire. Bien sûr. Micro, pour toi, c'est quoi comme tranche d'abonnés? Alors, effectivement, c'est très large. Parce que j'ai tout entendu, moi. Micro à 100 000 et micro 10 000. Plutôt 50 000. 50 000. Ouais. Ok. Donc, grosso c'est déjà modo, pas mal. 50 000, ce qui est déjà pas mal. Après, on peut avoir des gros coups de cœur et on peut voir des taux d'engagement incroyables sur des filles qui sont à 20 000, où on va faire go. Bien sûr. Et voilà, mais et après, quand je parle de macro, on est plus autour de entre 400 et 600 000. Très bien. Et vous travaillez essentiellement sur Instagram, ce genre de collaboration, ou TikTok aussi? Pour l'instant, oui. D'accord. En fait, on est sur TikTok depuis 1 an. D'accord. En contenu
qu'organique pour le moment. Donc on s'est fait un petit peu parce que on est 3 hein. Bah ouais, il faut donc faire en fait aussi. voilà, il faut du temps, il faut de la bande passante, il faut de la prod. On a vite compris que finalement TikTok c'était un contenu hyper différenciant, qu'il fallait être plus sur le côté finalement vidéo amateur. Développer du contenu avec les enfants, mais sans trop parfois les mettre, sans que ce soit trop produit, etc. Ouais. Donc en fait, on est vraiment à tâtons encore là-dessus. Et effectivement, l'idée c'est d'être en support, avoir en support en fait des influenceurs, des créateurs qui nous fassent du contenu hyper sympa, hyper décalé. Donc ça, on y arrive petit à petit, on essaye, mais effectivement là c'est à l'ordre du jour plus pour la rentrée. Parce je pense que c'est le sujet du moment. Temps, en fait. C'est le sujet du moment et il n'y a pas de recette. Ouais. Pour avoir interviewé Monsieur TikTok, Arnaud Cabanis, récemment, en fait, c'est une plateforme d'entertainment, de création de contenu plutôt naturel, sans imaginer des scénarios. L'algorithme étant tellement mystérieux qu'en fait, il n'y a pas de recette. Donc, moi, j'ai vu des créateurs qui ont mis leurs pieds en photo, en vidéo sur TikTok, qui ont fait 1 million de vues. Et des super vidéos hyper quali qui ont fait 200 vues, quoi. Mais je pense que c'est ça, sur TikTok, faut pas avoir peur de se lancer. Il faut c'est tout du lâcher, test and learn. Ouais. Faut tout lâcher et faut pas justement, faut contrer de ce côté Instagram où on veut vraiment une communication super maîtrisée, super léchée. Oui. En fait, c'est juste tout l'inverse qu'il faut faire. Ouais, il faut se démarketer. Il faut se démarketer totalement. Mais c'est pas facile, hein. Mais en interne. Parce qu'on a été habitué à juste faire l'inverse depuis des années. Quand tu dois montrer ça en interne, déjà, ça doit leur dire, attendez, on a dépensé. Les validations sur la direction, c'est hyper compliqué. On se dit, est-ce que je pense ça va qu'il faut passer pas le dire, faut pas le dire que t'as un compte TikTok, sinon c'est compliqué. Mais bon, c'est le code de TikTok et effectivement, t'as beaucoup d'audience, t'as beaucoup de vues. Et après, c'est un phénomène, quoi. Donc, il faut rentrer dedans un petit peu. Il faut essayer. Oui, tout à fait. Et effectivement, pour nous, le levier, c'est les créateurs de contenu qui puissent nous aider là-dessus, à se lancer, à faire des trucs méga fun. Puis on est quand même dans le secteur de l'enfant, donc. Bien sûr. En termes d'inspiration, il y a quand même pas mal de choses. Ouais. Et puis, l'avantage, je trouve, c'est que c'est assez international. Ouais. Donc, en fait, un contenu français va pouvoir toucher l'Europe et plein d'autres sujets. J'ai le cas j'ai vu ça à la télé, donc j'ai aucun mérite d'avoir cherché ce truc-là, mais un écrivain qui faisait une dédicace dans un supermarché aux US, qui a été filmé par un TikToker, mais qui avait pas beaucoup d'abonnés non plus, et qui lui a fait une petite interview, etc., et qui a été diffusée. Et maintenant, le mec, il est numéro 1 des ventes Amazon, il a des commandes dans tout le monde entier, il sait même pas ce qui lui arrive, en fait. Ouais. Alors qu'il était en supermarché du coin, en essayant d'avoir vendu 10 copies, tu vois, donc c'était chaud. Ça, c'est le miracle. Je veux dire, alors c'est peut-être le storytelling qui nous dit ça, mais c'est un peu l'effet surprise de TikTok que t'as peu maintenant sur Instagram quand même, parce que c'est devenu saturé un peu. Oui. Mais que t'as encore sur TikTok parce qu'il y a tellement de contenu et t'es tellement abreuvé de contenu que t'es à 2 doigts de faire un succès, quoi. Donc c'est ça qui est sympa aussi. Il y a encore des choses qui peuvent émerger. Ouais, c'est ça qui est sympa. Aujourd'hui, alors on entend nous beaucoup des fois presse et influenceurs, c'est la même chose. On envoie des produits, puis voilà. Vous gérez aussi la presse. Enfin, c'est pas la presse, c'est pas chez toi. Si aussi. C'est aussi chez moi. D'accord. Alors en fait, il s'avère que on n'a plus de budget dédié pour la presse, un peu comme pas mal d'autres marques. Que tout est un peu passé sur l'influence, je t'avoue. Oui, et qu'aujourd'hui, donc en fait, la presse, on n'oublie pas que c'est quand même un support quand même un peu niche, un peu mode, etc. Donc on veut pas forcément se couper l'herbe sous le pied, bien vraiment. Sûr. Donc l'idée, c'est qu'on est très à se dire on va contacter les rédactions un petit peu en direct. On va envoyer, transférer nos dossiers de presse avec nos nouveaux shootings. Donc on travaille vraiment comme ça. Et puis ça prend pas. Et ça prend ça prend difficilement. Ça prend difficilement. En fait, c'est encore une fois, ça s'entretient. Il faut connaître aussi. Il y a pas mal eu de changements aussi dans les rédactrices, etc. Moi, je suis arrivée. En fait, avant, on avait une agence. Donc là, aujourd'hui, on n'a plus d'agence. Donc j'ai pu. Moi, je suis arrivée. Après, ça, c'est le boulot de l'agence d'entretenir aussi. Quoi, exactement. En général. J'ai plus trop les contacts, etc. Donc on contacte. On fait pas mal de parutions sur Milk. Ouais, c'est bien. Milk Magazine. Ça, c'est très positionné. Pour, encore une fois, pour ce travail de awareness, d'image, où on veut montrer le nouveau sergent-major. Bien et sûr. Donc, en fait, ça passe vraiment par ce genre de support. Donc voilà. Donc non, on n'a pas de budget dédié. Donc on le fait, mais c'est vraiment ponctuel. C'est-à-dire pour des événements particuliers, pour une collab, ce genre de choses. Pour vraiment diffuser notre portrait de Noël. Voilà.
Mais effectivement, on est sur des points ponctuels nous, dans l'année. On faisait les relations presse de Jennifer, donc c'est encore autre chose, ça fonctionne, hein. Mais parce qu'ils ont des collections hyper nombreuses, hyper variées, des collabs, beaucoup de collabs. Ouais. Donc les collabs, c'est vrai, je pense, c'est plus le sujet pour la presse. Voilà, parce qu'il y a quelque chose à dire, il y a une valeur ajoutée. Il y a un truc un peu nouveau, il y a une association de marques. Bien sûr, et puis il y a le côté exclusif aussi. Donc c'est vrai qu'ils sont très là-dessus, et puis ils doivent faire des choix, parce qu'ils ont tellement de contenu qui arrive aussi qu'ils doivent choisir. Et puis après, le ROI, c'est vrai que c'est un peu basculé sur l'influence. Même côté événementiel, tu vois, nous, on a pas mal de marques qui viennent nous voir parce que elles investissent beaucoup sur un événement. Et finalement, le ROI de l'événement, c'est un peu la presse quand même, sur les titres majeurs. Mais c'est beaucoup l'influence, parce que c'est ça qui fait voir ton événement, en fait, en temps réel, d'une façon c'est ça qui est levier. Différente que des photos que tu envoies post-event, parce que tu peux pas le faire avant, qui va te positionner, quoi. Donc c'est le moment d'aujourd'hui où l'influence prend ce relais-là, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on parlait de collab rapidement, mais vous avez déjà fait des collabs influenceurs, ou c'est en projet, ou oui. En fait, on a fait une collab notamment pour la rentrée de l'année dernière. Mais j'ai avec le nom de du coup, c'est une collab influenceur et la marque, où ils vont établir un produit, un modèle. En fait, c'était une collab de rentrée avec l'influenceuse Camille Witt. Très bien. Qui est illustratrice, artiste, et en fait on a co-créé une collection capsule, en fait, maman petite fille, un peu matchy, avec, donc en fait Camille, elle est très parisienne, elle est très les toits de Paris, les petits chats sur les toits, etc. Et on a trouvé ça hyper cutie de pouvoir le décliner sur donc là il y avait un foulard, un pull, des petits access. Et ça a super bien marché, on était hyper contents parce qu'en fait ça avait le côté matchy que les mamans attendent souvent d'accorder les tenues avec les petites filles. Et puis il y avait ce côté où Camille, finalement, on va pas se mentir, c'est aussi pour ça qu'on l'a contactée, elle a une audience très parisienne, hyper ciblée, assez niche, et on l'a et donc en fait on était très contents de ce partenariat-là. On en a décliné un shooting, on a fait des vidéos notamment pour Instagram, TikTok, des tout doux aussi pour mettre des how do it yourself pour comment en fait on a joué le truc à fond après quoi. Tu vois, on a pris le foulard, on s'est dit on va le mettre en ceinture, on va le mettre dans les cheveux, comment on va faire ça, etc. Donc on s'est éclaté sur cette OP. Et en plus, Camille, elle est super sympa, elle est très solaire, donc en fait, on a été contents parce qu'on a vraiment choisi la bonne personne au bon moment. Voilà. Après, on a fait aussi une collab avec Nathalie pour le côté puériculture, vraiment bébé, etc. En gaz de coton, voilà, c'est ça. Donc on essaye de faire des choses dans l'année, effectivement, 2-3 fois par an. C'est le truc sympa, je trouve, les collabs. En fait, quand c'est possible de le faire, parce que des fois, il y a des marques que c'est compliqué de changer la ligne de production, de faire des petites séries. Bon. Mais quand ça peut se faire, d'aller justement à fond dans l'univers du créateur, ou même pas que d'un créateur, ou d'une personne artiste avec qui on va faire une collab, c'est qu'on peut aller plus loin que son produit et même découvrir que tiens, des access peuvent marcher bien sûr, hyper bien parce que ça répond à un besoin. Bien sûr. Mais ça c'est bien. Aujourd'hui, tu dirais que les réseaux sociaux et les influenceurs sont devenus un levier stratégique. Oui. Pour la boîte. Tout à fait. C'est pas les queues de budget, ou bien c'est pas quand on a le temps. Non. C'est vraiment stratégique. Et même je l'ai senti quoi, c'est-à-dire que au début quand je suis arrivée, le codir de Sergent-Major, ils étaient très déjà sur l'influence. D'accord. Même avant que j'arrive, donc après c'était pas non plus il y a 10 ans, mais c'était quand même quelque chose qu'ils regardaient de près, dans lequel ils croyaient, ils avaient confiance, etc. Et aujourd'hui, on peut se dire que chez Sergent-Major, le pôle influence c'est le 3e en termes en pôle d'investissement, en termes de communication, après la création de contenu et après l'acquisition. D'accord. Donc c'est le 3e pôle de dépenses. Okay. Donc en fait, c'est vraiment pris au sérieux. Bien sûr. Et on le voit dans nos recettes aussi. On voit que ça fonctionne. On voit que ça marche. Est-ce que ça fait vendre? Ouais, ça fait vendre. Ça fait vendre. Ça fait vendre. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Ça fait vendre sur le site internet. Les réseaux sociaux et l'influence fait vendre quand c'est bien fait. Et c'est un levier d'acquisition et de transformation qui est assez unique en plus, je trouve, en termes de ROI, parce que c'est en tout cas, nous, tout ce qu'on a par rapport à toutes nos campagnes, tu vois, pas mal de retours sur plein d'univers différents, de secteurs différents. C'est un des coûts d'acquisition les plus efficaces qu'on puisse avoir, quoi. En termes de quali, en termes de quanti, et en termes d'investissement, quoi.
Ouais. Donc c'est devenu quand même hyper stratégique maintenant, c'est indispensable. C'est hyper stratégique, c'est dans la feuille de route, au même titre, c'est ça, que les campagnes d'acquisition. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment devenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps fort où on va se dire ah ben non, on va pas activer l'affluence. Eh oui. Enfin, c'est-à-dire Ça que fait c'est partie vraiment, du temps fort, ça fait partie du temps fort, c'est automatique. Et donc aujourd'hui, avec comme je te disais, les temps forts en termes de grosses OP commerciales, on en a 4-5 dans l'année. D'accord. Et là, en fait, on va identifier des influenceuses plutôt macro. Et contrairement en fait à la micro, c'est-à-dire que la micro, on va vraiment vouloir que ce soit spontané et naturel. On va pas du tout les briefer. On va leur dire t'es dans ton univers, nous on t'a choisi parce qu'on aime ton univers, on aime ce que tu représentes et vraiment ta sphère social. Donc en fait, juste choisis les tenues que tu souhaites, on te les envoie, on te donne une carte cadeau et après, feel free, c'est toi qui décides, c'est toi qui gères parce qu'on aime ce que tu fais. Donc en fait, on sera pas surpris. Or, avec les macros, vu que c'est plus axé, on va dire commercial, on va pas se mentir, c'est ça qui compte. Là, pareil, elles choisissent un panel de vêtements qu'elles souhaitent et après on les oriente un peu dans le brief et aussi on leur donne un code promo. D'accord. Et là tu les rémunères. Et là je les rémunère. Tu rémunères tout d'ailleurs les influenceurs, micro, non, macro. Les micros je les rémunère pas parce que du coup je leur envoie des cartes cadeaux, des produits, etc. Et qu'on part sur du coup une recette où du coup vu qu'on les briefe pas, voilà, c'est vraiment feel free. C'est un bon échange. Voilà. Et etc. Et après en revanche les macros on les rémunère parce que nous on pense aussi que une collaboration bien cadrée c'est une rémunération donnée à sa juste valeur en fait. Sûr. Bah, c'est sûr que quand tu touches des macros et tu peux pas te permettre, et puis elles vont pas accepter en fait. Enfin, aussi, dans tous les cas, on se dit ok vous êtes gentil, à part si c'est ta meilleure copine, l'influenceuse à 500K, elle va jamais vouloir faire quelque chose de pas rémunéré. Et en fait, et c'est faire. Et c'est ce qu'on attend aussi. C'est ça. De même pouvoir toi, les rémunérer à leur juste valeur, pas qu'elles se sentent bradées de faire quelque chose. Bien sûr. Donc voilà, et donc ça marche comme ça avec un code promo et c'est comme ça qu'on peut traquer les ventes et c'est comme ça qu'on les fait pour la France, mais aussi l'Espagne, l'Italie. Ouais. Donc ça, et c'est efficace du coup, c'est quasi efficace, enfin pas aussi efficace qu'une campagne digitale, mais presque. Enfin, c'est différent. C'est différent. En fait, c'est complémentaire. On fera pas l'un sans l'autre, mais comme on disait tout à l'heure, le côté influence via versus une pub. C'est que il y a le côté déjà conversationnel, il y a le côté échange, ça développe de l'émotion. Des fois, il y a des petits scénarios qu'elles font avec leurs enfants, des petits jeux de rôle. C'est choupi et en fait ça marche encore mieux quand c'est des enfants. Nous notre cœur de cible c'est 4 ans. Donc en fait à 4 ans c'est plus des bébés mais c'est quand même très choupi. Et donc en fait on arrive à développer vraiment de l'émotion dans l'image, dans les reels, dans ces choses-là et c'est ça qui fait je pense aussi craquer pas mal de mamans. Tu t'es déjà servi de contenu créateur en collaboration avec que tu as mis en campagne digitale ou en campagne magasin Non, pas trop. On sponsorise pas encore ce qu'on fait en Reels, etc. pour l'instant. Mais on voudrait le faire. Et en campagne magasin, non, pas encore. Là, on reste vraiment sur les shootings, en fait, les mannequins. Non, mais après, c'est bien d'avoir les deux univers parce que c'est pas ce qu'on demande. Enfin, je sais qu'il y a eu des tentatives de marque. En fait, il y a eu des tentatives d'intégrer pas mal de créateurs dans les magasins aussi parce que ça fait du lien. Notamment, nous, on avait participé à beaucoup de campagnes à l'époque en local. Donc, en fait, selon les points de vente ou les régions, on intégrait des influenceuses locales qui étaient assez visibles dans la région et qu'on intégrait dans les magasins de la région. Donc, en fait, tu avais les assets qu'elle avait créés qui se retrouvaient. Alors, quand on avait du digital, des films, quand c'était de la photo, c'était un peu de photos dans le magasin. Et elle faisait en même temps une soirée magasin avec sa communauté pour la nouvelle collection, etc. C'était pas mal en termes d'efficacité et surtout d'attractivité, parce que du coup ton point de vente il prend de la valeur parce que tout le monde le voit et ça c'était un peu le maillage retail influence qui est pas très évident aujourd'hui mais qui peut très bien fonctionner bien fonctionner quand tu le travailles aussi en proximité parce que c'est de la proximité locale pour le coup. Je suis d'accord et c'est assez intéressant à tester, tu vois. Moi je sais c'est des trucs qui bon, rien à perdre entre guillemets, mais quelque part ça peut des fois être créateur de. Il y a ce pouvoir identifiant, qui. En plus, tu sais quand t'as une influenceuse dans ta région qui est très connue, t'en es fier.
c'est un peu l'équipe de foot locale, quoi. T'es vraiment derrière, quoi. Ouais, tu te dis, attendez, il n'y a pas que les Parisiens. Nous aussi, on a la super créatrice qui va bien. On est content. Et c'est normal. C'est le côté chauvin, quoi. Mais ça marche pas mal. Ouais. Mais après, c'est vrai que l'influence a tellement de sujets sur lesquels ça peut être intégré dans tous les différents touchpoints des marques, les campagnes. Enfin, c'est assez fort. Mais c'est déjà bien qu'on soit à un niveau stratégique, je trouve, et qu'on commence à aller vraiment vers des choses plus pointues. Parce que c'est ça qui est pas mal, quoi. Vous êtes aujourd'hui donc sur Instagram, TikTok, tout ce qui va être YouTube, Twitch, c'est des choses que vous regardez aussi ou pas YouTube, on y est depuis longtemps, ouais. Mais c'est pas là où on a une vraie stratégie. C'est pas la plateforme sur laquelle on investit une stratégie, c'est-à-dire c'est une plateforme sur laquelle on héberge nos campagnes, nos vidéos, etc. Nos plateformes vitrines aujourd'hui, c'est clairement Instagram et TikTok. Ouais. Bon, après, c'est dans le secteur, c'est logique. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Loin, mais bon, voilà. On fait avec la force de frappe qu'on a en interne déjà. Et là, on peut pas faire plus. Quand tu doubleras le service, tu pourras y penser. J'y crois. Ouais, on est à fond. C'est clair. On a parlé rapidement, mais du coup, en revenant sur le sujet, qu'est-ce que tu penses des plateformes d'activation d'influenceurs? Alors, j'ai fait les deux, donc j'ai fait les agences et là aujourd'hui on est en interne, donc je peux vraiment comparer. Pour moi, une agence d'influence, c'est super quand t'as vraiment une production à l'année d'influenceurs à grande échelle. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on n'a pas. Et en fait, on veut juste avoir des influenceuses, comme je le disais, avec qui on a une relation privilégiée, on a quelque chose de fort. Et ça passe par les liens en direct. Que tu n'as pas sur les plateformes, du coup. Que j'ai pas sur les plateformes. Après, t'as agence, un peu comme nous, et t'as les plateformes. Oui, c'est vrai. Donc. Mais en fait, et puis le fait d'avoir des intermédiaires, ça nous a aussi appris que le brief, il est quand même perdu en chemin. Ah oui? Ouais. Enfin, perdu, c'est un grand mot. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que au moment où je vais faire le brief à l'agence ou à la plateforme, le moment qu'ils contactent les influenceurs, etc., j'ai l'impression qu'il y a des pièces, en tout cas, qui vont être pas perdues, mais déformées. On va pas avoir la même façon de communiquer. On va pas avoir, peut-être, on va pas mettre le poids sur les mêmes choses dans le brief, etc. Et en fait, on a vu que on arrivait parfois à un peu des quiproquos, des choses qui étaient mal dites, etc. Et effectivement, ça, c'est ce qu'on veut plus. Et puis voilà, développer le côté feel good avec une influenceuse qui devient ambassadrice, c'est hyper important pour nous. De pouvoir la contacter en direct sans que ce soit touchy, c'est hyper important pour nous. Donc en fait, aujourd'hui, c'est ça qui nous fait dire bon bah voilà, si on a une bonne organisation, nous en interne, on est très organisé parce que ça demande beaucoup d'organisation. Ouais. Parce que finalement, c'est très chronophage de valider faire les briefs, les contacter, les valider. Les valider, c'est vraiment il faut quand même avoir une bande passante importante. Mais si on est bien organisé, on y arrive comme ça. Et pour l'instant, nous, c'est ce qui nous va. Ouais. Maintenant, quand on aura un budget influence un peu plus important, en fait, moi, ce que je recommanderais pour même pour notre marque, pour d'autres marques, de travailler avec une agence, c'est vraiment sur peut-être des projets ponctuels, des événements, des choses où on a vraiment besoin d'un regard extérieur, d'un support. Nous, on est la tête dans le guidon. Donc en fait, franchement, il y a des choses hyper logiques auxquelles, franchement, on pense peut-être même pas. Et on a besoin de ce côté consultant expert d'agence. Où ils travaillent avec les concurrents, ils peuvent nous dire, bah voilà, là, par exemple, typiquement, il faut faire ça parce que c'est hyper important dans l'événementiel de votre projet, etc. Donc, en fait, oui, ce serait sur des projets ponctuels, en agence, avec plaisir. Maintenant, sur notre going influence au quotidien, pour l'instant, avec le nombre d'influenceuses qu'on a par an, on s'en sort comme ça. Vu le volume et vu après, je trouve que tu vois, c'est très important d'avoir la relation marque-influenceur, de pouvoir aussi les rencontrer. Alors après, il faut que tout le monde ait du temps, mais on sait que ça prend du temps, mais c'est avec nous ce qu'on fait bien ici, c'est plutôt, tu vois, la rencontre. On fait des déjeuners, on fait les moments avec les marques, on fait les briefs en commun. Comme ça, en fait, il y a aussi des fois des infos, comme tu dis, qu'on peut avoir ratées, mais qui sont rappelées par la marque. Et au moins, on est sûr que tout le monde est d'accord et qu'on part sur le bon sujet, quoi. Parce que ça peut vite, dans la rapidité d'exécution aussi, les influenceurs ont tellement de sujets qu'il faut bien qu'ils comprennent, faut qu'on s'assure qu'ils aient lu le brief, qu'ils comprennent, qu'il n'y ait pas de contresens. Bon, c'est beaucoup de choses, en fait, c'est beaucoup de détails. Et ça, alors dans les plateformes, tu l'as pas du tout parce que tu parles à personne. En agence, tu peux quand même essayer de parler, quoi. Mais c'est important. Oui.
Après, aujourd'hui, en termes de KPI, vous, quand vous faites une campagne, par exemple, vous mesurez quoi? Le taux d'engagement. Ouais. Le reach. Ouais. Forcément, le nombre d'influenceurs en fonction de l'objectif qu'on se donne. Si c'est image, si c'est conversion. Et après, le MV. Ah, le MV, c'est un sujet? Ouais. Le MV, en fait, ça me permet de savoir ce que j'aurais dépensé en médias traditionnels. Donc, c'est assez récent, mais on apprend de plus en plus à le mesurer. Mais sinon, ça va être, le taux d'engagement, même si parfois ça veut rien dire, parce que je me suis fait surprendre sur des taux d'engagement super bons à avoir. Ouais, tu peux avoir 25% de taux d'engagement et 100 personnes qui parlent. Hein. Oui. Après, il y a quand même des choses qu'il faut étudier. Maintenant, c'est comme tu disais au début, ça reste du feeling et ça reste en fait, si la personne, elle est authentique et que elle, elle tend directement vers ta marque, c'est juste, ça va être OK. Mais... Après, le MV, c'est vrai que c'est une notion qu'on nous demande souvent aussi. Vous le regardez pas, vous? Si, on le regarde, mais on sait que c'est à peu près, quoi. Enfin, le problème de l'EMV, c'est qu'il y a plusieurs formules. Ouais. Donc, chacun a sa formule aussi. Ce sont des équivalences médias que tu peux difficilement, je trouve, comparer. Parce que c'est de l'achat média, d'un côté, sur des magazines à tirage limité ou à peu près avec un lectorat de X, qui est souvent pas le bon parce qu'on n'a pas de chiffres, vraiment. Et des cœurs de cible que tu vas toucher avec les influenceurs qui sont pour moi encore plus valorisés qu'un média normal. Et en fait, alors on le donne parce que c'est toujours flatteur pour nous. En général, c'est très flatteur pour nous. Donc quand on nous le demande, on le donne selon une méthode de calcul qu'on a. D'accord. Mais je trouve que c'est pas le vrai. Enfin, il n'y a pas eu d'études en plus là-dessus qui montrent que le MV est le vrai critère vraiment représentatif. Non, non, parce que c'est une équivalence média. Donc c'est comme si tu comparais des choux et des choux-fleurs, enfin des choux et des tomates, c'est-à-dire que au poids du kilo, c'est comme si tu comparais le kilo de fruits et légumes, tu vois. Enfin, ça reste trop large en fait. Il y a pas de vrais effets, je trouve. Après, ça rassure tout le monde, donc évidemment, t'as économisé 1 million d'euros en médias. Oui, ça fait toujours plaisir à entendre. Ça fait plaisir. Après, non, mais c'est aussi un sujet intéressant quand t'as réussi à définir une équation unique pour la presse, pour la publicité et éventuellement pour l'influence. Parce que ça, du coup, ça te fait ta règle commune sur laquelle tu peux mesurer l'efficacité avec un baromètre plutôt commun dans tes opérations. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en interne, sur différents leviers, c'est intéressant. On se compare des fois aussi à des agences de presse avec qui on peut travailler sur des clients. Bon, même nous, on n'est pas très à l'aise et les agences non plus, mais des fois, c'est plus valorisé chez nous. Alors des fois, est-ce que c'est vrai? Faut faire attention aussi, parce que la presse a quand même un rôle, je trouve, important à jouer, qui des fois n'est pas le même dans la tête des gens. C'est vrai que nos contenus, nous, sont consommés très rapidement. La presse, tu peux le garder, tu peux revenir dessus, et ça, tu vas pas pouvoir le mesurer. Mais bon, c'est une notion qui est là aujourd'hui. T'as raison de le mesurer, je trouve. Ça fait partie, on va dire, des indispensables aujourd'hui, mais encore moins que, après nous on traque évidemment bien sûr via le code promo. Les clics. Parce que ça nous permet aussi entre les filles de pouvoir voir quel code promo a été le plus appliqué. Ça marche bien en général. Ça marche super bien. Ouais. Ça c'est bien parce qu'on casse quand même une notion de l'influence, ça fait pas vendre, ou l'influence ça marche pas. Si. Mais si. Non mais faut le dire. D'accord, faut le dire parce que c'est important. Nous on donne c'est 10% la plupart du temps. Oui. Parfois c'est un peu plus, mais c'est la petite carotte quoi. Oui. Et puis ça fonctionne, et puis les gens veulent aussi. Moi je vois plein de commentaires sur les créateurs, mais c'est où, tu l'as acheté où Beaucoup de gens demandent des codes parce qu'ils savent que du coup la créatrice peut travailler avec la marque en direct, et donc c'est intéressant. Exactement. Et puis c'est un code que t'as pas ailleurs, donc c'est chouette. Non, puis t'as l'impression de faire une affaire. Quand concrètement t'en fais une. Aujourd'hui, si tu regardes les influenceurs de ta position, quel avenir tu penses pour eux? Est-ce que tu crois que ça va durer, que ça va se transformer, ça doit s'organiser mieux? Ouais. Alors je pense qu'ils ont quand même encore un très bel avenir devant eux, les influenceurs. Ça c'est la bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, quand on communique sur quelque chose, on a envie on lit les avis, on est vraiment hyper influencé. Donc tu gardes le mot influenceur, ça te va? Oui. Dans la description du créateur de contenu, parce qu'on a souvent ici soit créateur de contenu, soit influenceur, mais influenceur, ils influencent, on est d'accord. Oui, non mais c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est un vrai mot. C'est pas un mot moche. Bon, écoute, on pourra revenir là-dessus, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu puisses après, c'est vrai que le marché de l'influence, moi je suis assez d'accord, est assez prometteur, parce que là en plus on arrive à une période où
Tu sais, il y a eu des nouvelles réglementations, donc on va arriver, j'imagine, à un écrémage de pas mal de choses qui se faisaient, qui se feront plus. Ouais, bien sûr. C'est une bonne chose. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que tu vois, on a aussi beaucoup d'agences de talent. Dans le marché, il y a 3 types d'acteurs. Il y a les plateformes, les agences comme nous, et des agences de talent, qui eux représentent des talents, et leurs clients, c'est les talents. Donc, ils sont là pour les vendre et pour les commercialiser, etc. Et de ce côté-là, il y a eu pas mal de dérives de par la télé-réalité, et effectivement, les créateurs se sont sentis un peu floués et un peu mis dans le même panier, et donc ça va changer. Donc, c'est plutôt bien. Et donc moi, je pense qu'évidemment, aujourd'hui, on n'en est qu'au début, parce qu'on commence à mesurer le ROI, ça devient stratégique, et on voit que ça marche encore très bien. Les plateformes émergent aussi, il y en a des nouvelles qui arrivent tous les jours presque, donc c'est plutôt intéressant, et TikTok a quand même bien changé le game, tu vois, sur cette partie-là. Donc je pense qu'effectivement il y a un bon avenir. Après, il va falloir qu'ils s'organisent un peu, qu'ils se professionnalisent aussi, certains, qu'ils soient un peu plus indépendants, je trouve, c'est mieux pour eux que d'être sous la coupelle d'agences qui va plus ou moins les aider à se professionnaliser, c'est ce qu'on leur demande, parce que ça va devenir de plus important pour les marques, j'imagine. Et derrière, tu vas attendre des résultats aussi à la hauteur, que ce soit dans l'organisation, dans les créations, etc. Ouais, non, je pense qu'en fait, ils ont un bel avenir devant eux. Maintenant, il y en a beaucoup qui se sont quand même brûlés les ailes. Ouais. Parce qu'en fait, à force de communiquer, de dire oui à tout et d'avoir aucune valeur ajoutée sur ce que tu vas faire ou dire, bah, les gens s'en rendent compte. Les gens sont pas naïfs, les gens savent. Et je pense que voilà, justement, la balle est dans leur camp et qu'en fait, il faut vraiment qu'ils prennent la parole sur des sujets qu'ils maîtrisent, sur lesquels ils ont de la légitimité à être là. Parce que sinon, on s'en rend compte et ça floute complètement le discours. Et c'est vrai que c'est une notion qui peut disparaître aujourd'hui parce qu'on regarde la popularité et pas forcément l'expertise. Exactement. Moi, j'avais une définition que je donnais dans des cours parce qu'il fallait définir un peu qu'est-ce que c'est un influenceur. Et je disais souvent que c'était quelqu'un qui a une expertise, une passion, et pas 36. On peut pas être expert vêtements, mode et expert food et expert voiture. Bon, sauf si on a beaucoup d'expertise et pourquoi pas, mais c'est rare. Et d'avoir une expertise et d'avoir ce pouvoir quand même aussi de conviction, d'influence pour être un modèle par rapport à ces communautés et que les communautés vont suivre son avis en fait. Il faut être un peu légitime. Et aujourd'hui, tu as tendance avec les gros chiffres qu'on annonce, les nombres de vues, etc., les followers, à oublier finalement que celui qui a 4 millions de followers, est-ce qu'il a une expertise? En tout cas, est-ce qu'il a un sujet qui m'intéresse? Ce qui des fois n'est pas le cas parce que ça devient du coup une célébrité. Ce qui est autre chose. C'est ça. Et après, je crois qu'il y a aussi le côté où quand on suit quelqu'un, ben, on voit quand il fait 4 activations par jour. Oui, c'est beaucoup, là. Que tous les jours, 7 jours par semaine, bah, tu te dis non, en fait. Bah, non. C'est-à-dire que il faut, c'est la tête de gondole, là. C'est ça. et les gens s'en rendent compte. Donc, encore une fois, je pense que il y a un bel avenir, mais il faut que eux maîtrisent, en fait, leur communication là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle réglementation sur la loi, enfin sur l'influence commerciale, telle que ça a été. Ouais, je pense que c'est bien. Je pense qu'elle arrive peut-être un peu tard, d'ailleurs. Merci Booba. C'est à cause de lui ou grâce à lui. Ouais, c'est ça. Merci. Oui, c'est grâce à lui et en fait, les jeunes, en fait, ils sont de plus en plus exposés à des contenus. Voilà, enfin là on parlait d'envoyer des choses qui sont liées à la chirurgie esthétique ou aux contrefaçons, à des sujets déjà qui sont pas vrais, qui sont et on peut pas continuer comme ça. Donc effectivement, c'est bien que ce soit plus cadré. Et je pense que ça va l'être de plus en plus. Oui, alors la bonne nouvelle c'est que normalement alors après moi ce que je dis sur ce sujet-là, c'est que c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on a toujours eu la loi existe, la loi E20 existe avant cette pratique. Tu as toujours eu des obligations de mentionner les collaborations. Tu vois, on a travaillé avec la RPP en 2018 ou 2017 là-dessus. Bah oui, c'est une mention légale à mettre en place. Donc, c'était déjà normalement obligatoire. Mais c'est bien, je trouve, aujourd'hui de la rappeler, de rappeler les règles, d'affiner aussi le rôle des agents de talent. Parce qu'ils ont aussi encadré cette fonction-là et d'arrêter évidemment toutes les dérives qu'on a pu voir, alors qu'ils sont souvent quand même dans la télé-réalité. Parce que c'est des gens très populaires et qui, du coup, ont pu vite voir l'intérêt financier de faire du dropshipping, de vendre des produits contrefaits ou bien des produits très nocifs pour la santé. Il y a eu quand même pas mal de cas. Et ou de gagner de l'argent facilement. Donc ça, c'est très bien parce que ça va s'arrêter.
Mais effectivement, c'est bien aussi de réglementer un peu plus officiellement pour que tout le monde ait les règles du jeu. Après, il faut pas aller trop loin non plus. Non. Parce qu'on peut pas faire 2 poids 2 niveaux. C'est vrai que moi, des fois, j'entends qu'ils vont vouloir légiférer sur les giftings. Donc, ça veut dire que chaque gifting que tu vas faire doit être référencé dans une base, que l'influenceur doit déclarer. Bon, en presse, t'as pas ça. Tu vois, en presse, ils sont complètement libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, il faut pas trop qu'il y ait de déséquilibre, je trouve. Mais c'est un peu le danger. Est-ce que tu trouves que les annonceurs font encore un petit peu d'erreur aujourd'hui ou de confusion? Pas vous, hein, mais sur le marché. Comment tu verrais ça vis-à-vis des créateurs ou dans votre zone de concurrence proche peut-être? Est-ce qu'il y a encore des erreurs qui sont faites ou... Au niveau des marques, tu veux dire? Je sais pas, parfois je me dis des profils parfois un petit peu trop différents en termes d'influence, des choses qui sont pas forcément logiques entre une com traditionnelle qu'on va faire et un influenceur qu'on va dégoter qui aura rien à voir avec la choucroute. Parfois je sens que c'est un peu décalé. Ouais. Décalé et pas très cohérent parce qu'on veut un peu, enfin parfois il y a des marques qui veulent un peu tout faire. Et je pense qu'ils se font aussi peut-être influencer par les agences ou no offense. Non, mais bien sûr, il y a des fois existe, où en fait on sent que c'est un peu la mécanique qui veut ça, qui veut que ce soit fait comme ça et que c'est pas vraiment spontané. Non, sinon. Ouais. Et tes créateurs ne se font pas démarcher par la concurrence? Bien sûr que si. Hein. Bah si. Ça c'est assez commun hein, sur le marché. Ça c'est un peu commun et puis c'est le jeu d'un côté. Ouais. Mais quand tu vois ton influenceuse qui est sur une marque concurrente la semaine d'après, bah ouais, j'ai pas d'exclusivité en fait. Donc c'est le jeu. C'est là, le tu jeu, dis, la marque d'à côté, elle a pas été très... Mais c'est ça. Mais d'une certaine façon, je sais pas en fait si ça me dessert ou pas. C'est le jeu. Bah, ça, c'est l'exclusivité que tu peux pas avoir avec tout le monde. Hein. C'est ça. Ok. Écoute, on arrive à une partie de questions association idées. Ouais. Donc, je te donne un mot, tu m'en donnes un autre. Et le mot qui t'évoque. D'accord? Ouais. Donc, celui créateur. Artiste. Influence. Pouvoir. Mode. Style. Dubaï. Télé-réalité. Eh oui. Agence. C'est un peu dur, mais opacité. Ouais, t'as raison. Non, mais le milieu des agences, enfin, moi, je le vois de l'extérieur. Enfin, de l'extérieur, non. Je suis dedans, pardon. Mais je me mets à la place, des fois, des gens. Je me dis, mais quel bazar, quand même. Comment les annonceurs peuvent s'y retrouver dans tout le marketing qui est fait, dans toutes les contre-vérités qu'on peut entendre, les différents types d'agences aussi, parce que tout le monde en fait. Mais en fait, très peu en font vraiment, ou alors tu mélanges tout, tu sais pas vraiment. Et c'est quand même compliqué, quoi. Parce que c'est un milieu qui est, alors moi, il y a 10 ans, c'était plus simple. Il n'y avait pas beaucoup d'agences. Maintenant, tout le monde veut en faire. Et puis c'est plus ou moins vrai, plus ou moins efficace, plus ou moins opaque aussi. Ouais. En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'opacité vraiment sur les tarifs. Ah oui. Où t'as aucune idée. Et en fait, au début, quand on n'a jamais, moi, quand j'ai commencé, je connaissais un petit peu les tarifs, mais en fait, d'une influenceuse à une autre qui va avoir la même communauté, ça peut vraiment être très différenciant. Ah oui, chacun et en son fait, tarif. t'as juste à un moment envie qu'on t'explique concrètement pourquoi. Ouais. En fait, je passe d'un x2. Alors oui, en ce moment, elle a fait quelque chose d'intéressant il y a 2 semaines avec une autre marque avec qui ça a super bien marché. Ouais. Mais en fait, il m'en faut plus, les amis. En fait, les tarifs des influenceurs sont vraiment... je vais pas dire qu'ils ont un tarif par marque, mais presque. Bah, c'est ça. Et ça, alors ça, je sais pas si c'est les agences ou les influenceurs ou les créateurs, mais moi, j'entends souvent quand les marques vont en direct, ça coûte plus cher. Quand ça passe par des agences avec qui ils ont l'habitude de travailler et ils ont d'autres collaborations avec d'autres marques de l'agence, on peut faire des tarifs, ce qui est plutôt intéressant. Et en même temps, ils ont ils ont peu de notions de combien ça coûte vraiment. Donc nous, c'est vrai qu'on applique le CPM et on est très très focus là-dessus pour leur expliquer, parce que c'est juste pour les aider aussi, parce que c'est pas simplement pour négocier ou pour avoir le meilleur tarif, mais c'est pour juste payer le prix juste, finalement. C'est ça. Et les marques, je pense, attendent de la rationalité par rapport à ça. Exactement. Juste, et ça, c'est on veut important. quelque chose où noir sur blanc, on peut comprendre, et même pour nos directions. Bah oui. En fait, il faut savoir se justifier, à se dire, attends, Alice, mais là, pourquoi elle me coûte tant? Bah, en fait, il faut que je puisse leur expliquer. Bien sûr. Donc, c'est toujours pareil, c'est un travail de pédagogie, mais qui aussi, ça m'est pas expliqué par l'agent ou par l'agence. En fait, c'est compliqué pour moi de le justifier auprès de ma hiérarchie. Et c'est vrai qu'après, les créateurs eux-mêmes ne savent pas. Hein. Non. En général, ce que je te disais tout à l'heure en préambule, c'est que ils ont le tarif en tête de la dernière collab. Donc, si tu as la chance de passer sur une collab pas trop onéreuse, c'est bien.
Si tu passes derrière un gros de l'industrie qui a dépensé énormément d'argent, c'est pas bien. Il y a une question de timing, en effet. Il y a une question de timing, mais tu ne maîtrises pas. C'est ça, exactement. Donc un conseil, ne passez jamais derrière une grosse collab avec un influenceur. Attendez un petit peu. C'est clair. Pour voir si le tarif reflète plus la réalité, quoi. Mais bon, après, ils sont assez à l'écoute, tu vois. Enfin, on sent qu'ils sont. Ça reste une négo. Après, ça reste quand même. Mais ils disent des fois, on leur pose la question, ils me disent, je sais pas, moi, c'est ce que je dis, ce que je vaux, et ça marche, donc ça doit être ça. Et comme nous, c'est vrai côté agence, on a la visibilité sur quasiment tous les tarifs. On peut aussi comparer, bien sûr, sans donner les noms évidemment, mais en expliquant juste le marché aux créateurs qui n'ont pas cette vision-là, parce que, alors même s'ils se parlent des fois entre eux, ils savent très bien leurs tarifs, mais ils n'ont pas la vision sur pas mal d'autres marchés ou d'autres influenceurs, quoi. Mais ça, c'est peut-être le prochain sujet, où on va devoir mettre des prix, des barèmes sur tant de communautés. Je pense que ça va peut-être arriver, parce qu'effectivement... c'est possible. Après, tu l'as en médias déjà, quasiment. Ouais. T'as des CPM moyens. Après, t'as des magazines qui coûtent plus cher, parce que c'est pas une histoire d'audience, des fois, c'est une histoire d'image ou de positionnement. Donc après, c'est un mélange de tout ça aussi. C'est-à-dire que le créateur, il a son positionnement, il a sa notoriété, sur laquelle tu veux surfer aussi. Tu vois, je te prends Lena Situation, typiquement, tout le monde veut travailler avec elle. Voilà. Et donc, son tarif fait aussi c'est l'offre et la demande pour le coup. Bien sûr, mais comme tout, c'est le marché. Et c'est des fois presque plus facile de justifier Lena en interne, parce que tout le monde la connaît, que des fois une créatrice qui est très très efficace, mais que on connaît moins. Donc, t'as aussi cet effet-là, quoi. C'est vrai. Question de fin, du coup, de notre entretien. Quels sont les prochains projets ou campagnes dont tu peux nous parler, évidemment? Ouais. Alors, un projet qu'on a dans le pipe depuis longtemps, j'ai pas une date de sortie, mais c'est un projet assez intéressant dans le sens où, en fait, on réfléchit à faire un événement, en fait, avec nos meilleures clientes. Donc, ils sont aussi nos ambassadrices terrain, finalement. Parce qu'en fait, nous, Sergent Major, on a la chance d'avoir une base sur Instagram de clientes hyper positive, hyper à l'écoute. Enfin, quand on va lancer des sondages, des questions hyper réceptives. Et en fait, on se dit, c'est quand même aujourd'hui de l'or d'avoir une communauté comme ça, et on veut en faire quelque chose. Et on essaye de chercher et de trouver la bonne façon pour animer cette communauté encore plus. Donc en fait, on cherche à créer un événement avec elles, avec leurs enfants, pour les emmener quelque part, pour leur offrir des pièces de la nouvelle collection, de faire un goûter, on part un peu dans tous les sens, parce qu'on a plein d'idées, mais on veut mettre ça en œuvre dans un espèce de... C'est ça, une problématique un peu de fidélisation, d'activation, un peu comme on fait avec les influenceuses, parce que c'est nos influenceuses à nous, d'une certaine façon, sur une autre échelle. Et peut-être qu'on va se faire aider par une agence. Écoute, voilà. On garde le contact. Parce qu'en fait, on a besoin, effectivement, c'est la première fois qu'on va faire ça. Et voilà. Et ça tient à cœur beaucoup à Oriane, la directrice marketing digital, à Nathalie, notre DG. Parce qu'en fait, c'est elle qui nous anime. C'est elle notre base, nos clientes. Bah oui. Et donc, en fait, on a vraiment envie de leur offrir quelque chose à la hauteur. Nous, on l'a fait sur une marque automobile, pour le coup, sur Mini. Enfin, ça, on l'a fait. On a participé. Où, en fait, il y a des rencontres entre les possesseurs de Mini, donc les clients. Donc, la marque organise des road trips. Et on a nos créateurs qui sont là aussi, qui vont venir soit animer un atelier photographie, un atelier photo, une démonstration de skate, de BMX, pour venir aussi dans le sujet. Et ils passent un week-end ou 2-3 jours en road trip ensemble. Et ils sont au contact les uns les autres. Et les clients sont ravis parce qu'ils voient des créateurs, parce que ils testent la voiture dans tous les sens, ils découvrent un nouveau paysage. La marque est super contente parce que c'est un moyen aussi de les remercier de leur fidélité, ou en tout cas de leur acte. C'est des choses qui se font, mais alors c'est plus road trip, c'est adapté à la voiture évidemment, mais c'est vrai que la rencontre en tout cas des clients entre eux, déjà, est extraordinaire en général parce que ils apprennent à se connaître aussi, ils voient des vrais clients entre eux et ils échangent. Les discussions sont assez lunaires, Alors, la voiture, je t'enlève le côté passion automobile, mais quand même. Et c'est vachement intéressant côté insight pour les marques. Tout à fait. Et après, quand tu rajoutes un peu ce côté créateur, donc là, il y en a qui les connaissent, il y en a qui les connaissent pas, mais du coup, ça donne du sens aussi des fois à ta stratégie pour les followers de se dire,
ah, mais attendez, je comprends maintenant pourquoi on travaille avec elle, parce qu'elle est vachement bien, et du coup, ils vont la suivre, et ils vont aussi la supporter. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est cette interaction que tu peux avoir entre marque, client, follower, et créateur, des fois. T'as l'impression qu'il y a un peu l'écosystème qui se met en place de façon hyper naturelle, en fait. Bien sûr. Et c'est ça ce qu'on recherche, c'est ce côté un peu IRL. C'est vrai que ça s'est pas vraiment fait, ça, en mode, en plus. Enfin, dans la mode, ça s'est pas beaucoup fait, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a des petits événements à droite à gauche, mais pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça, c'est un sujet. Pas tant que ça, et c'est vraiment un sujet, comme tu dis, où tu rassembles créateurs de contenu, meilleurs clients, meilleurs followers, c'est ça. C'est top. Écoute, donc voilà, donc c'est un beau projet. On attend, allez, 2023-24. Exactement. Ça, si ça peut être le sujet, on suivra. Et puis c'est sympa à faire, à organiser, c'est chouette. Tu sais, pour moi, les meilleures campagnes qu'on ait fait ici, c'est quand il y a de l'expérientiel. C'est quand il y a de l'humain, en fait. Quand il y a de l'humain. Ouais. Quand on fait des campagnes avec des gens, dans les réseaux sociaux, c'est génial. Tu vois, là, on revient d'une OP, je vais pas citer parce que c'est pas encore sorti vraiment, mais les équipes m'ont dit, c'était super. Elles sont super sympas, les créatrices. Puis elles sont amusées, quoi. Tu vois, en fait, c'est ça aussi. C'est qu'on n'est pas sur des médias. Moi, je défends toujours cette idée d'un influenceur, c'est comme du média. Non, c'est des êtres humains, c'est des personnalités. Puis c'est une relation, quoi, humaine, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que si t'enlèves ça, ça devient très mécanisé et très moins efficace, en plus. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune débutant qui arrive dans des métiers de RP, influence, qui veut débuter? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Alors, je lui dirais, fais confiance à ton bon sens. Ouais, très bien. Parce que finalement, en fait, c'est ça. Parce que des fois, on va chercher un peu loin et fais confiance. C'est que du bon sens. Ouais. Comme tu dis, faut pas oublier que c'est de l'humain, et faire de la veille. Parce que tout se passe autour de nous déjà. Tout est déjà fait. Il faut référencer tout ça. Ouais, voilà. Faut juste être ouvert, curieux et se faire confiance. Et aimer ça, quand même. Et voilà, et avoir une petite base quand même où tu parce que t'as aussi ce que tu fais. T'as aussi beaucoup d'effets de mode où plein de gens viennent parce que c'est la mode. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est tellement un métier chouette, je trouve. Enfin, moi, je suis tellement contente tous les jours d'aller travailler, quoi, pour ça. Enfin, je me dis. Et en plus, t'as l'impression d'écrire un peu pas une histoire, mais en tout cas, t'écris un peu le métier, quoi. Parce que c'est ça. Il y a plein de choses encore à faire, quoi. Et puis quand tu regardes ce qui se faisait il y a un an, tu te dis, attends, ça va être quoi la marge de progression l'année prochaine? Où est-ce qu'on va être? C'est chouette. C'est ça qui est sympa. Mouvant, comme on disait tout à l'heure. On n'est pas au bout de nos surprises. Ouais. Bon, ça c'est bonne nouvelle aussi. Oui. Est-ce que tu aurais un livre que tu emmènerais ou une série avec toi sur une île déserte? Alors, pour rester dans le thème, j'ai réfléchi à cette question et je me suis dit, attends, les enfants sont rois. Ah, oui. Obligé. Obligé. C'est pas très fun. Mais, de Delphine de Vigan où, tout est dit. Enfin, moi, ce livre, ça a été une grosse claque. C'était une grosse claque. Je me suis dit, en fait, ça pousse le trait, mais finalement, on n'en est pas si loin. On va y arriver, hein. Et c'est en même temps hyper scary, mais c'est vrai. Ouais. Donc faut faire attention. Bon, on attend le deuxième tome qui nous donne la recette. Oui. Et dernière question du coup, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast? Ouais, alors en fait, moi je recommanderais d'interviewer ma boss, Oriane. D'accord. Oriane Mordret, donc qui est, je le rappelais tout à l'heure, la directrice digitale, marketing et digital pour Sergent Major. C'est elle qui m'a recrutée et en fait, elle gère d'une main de maître vraiment le côté repositionnement de marque, parce que vraiment à grosse échelle, on va dire, parce que moi c'est vraiment la partie social, mais d'un point de vue global et pays international, etc. C'est hyper intéressant. Et puis c'est une belle époque, c'est une bonne période, j'imagine, de repositionnement global. Absolument. Et d'avoir des sacrés challenges derrière. Ouais. Écoute, avec plaisir. Alors, évidemment, on compte sur toi pour la mise en relation. Ouais, bien sûr. J'adore. Et puis, on accueillera Oriane avec grand plaisir pour aussi voir comment cette influence d'un niveau réécriture de marque, quelle est la part de ces sujets-là et comment on peut arriver à gérer ça aussi, j'imagine, sur plusieurs pays ou sur un côté quand même digital très fort. Écoute, j'étais ravi, Alice. Merci beaucoup. C'était super. Ça passe vite, mais en même temps, on racontera des histoires avec Oriane, du coup, mais on continuera l'histoire. Et je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Et je t'en prie, c'était un plaisir. C'est toujours chouette de pouvoir raconter ce qu'on fait au quotidien, dans un avec temps un peu de recul en plus, c'est ça. avec des questions comme ça qui survolent vraiment notre métier. Merci. Voilà. Écoute, merci à toi et à très bientôt. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, agence de communication experte en réseaux sociaux, marketing d'influence et relations presse.